Andol Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. Dans ce 25e épisode, nous recevons Laurence Allard, maîtresse de conférences à Lille 3 et chercheuse à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, qui nous présente ses travaux et réflexions sur les cryptos et en particulier les NFT comme nouvel objet dans l'histoire des usages d'Internet. Elle nous parle d'ambivalence, à la fois celle qui, sur un réseau en architecture distribuée, Internet, concentre une large part des pratiques dans les limites des plateformes centralisées, mais aussi celle des téléphones mobiles et des smartphones à la fois contrôlables et encapacitants. Au centre de son intervention, les NFT, ces jetons non interchangeables qui matérialisent des achats et des contrats uniques. On parle aussi monnaie mobile et technophilanthropie, cyberpunk et cryptoactivisme, PP-Card, du DAO comme médium réflexif du crypto-art, samouraï virtuel, Web3 et métavers. Elle évoque encore la prise de conscience tardive de l'empreinte énergétique et environnementale de leurs pratiques par les acteurs de la crypto. Certains d'entre eux restant ancrés dans la vision d'un troisième monde indépendant qui peine à aborder la question de ses interdépendances matérielles avec les capacités d'habitabilité de la planète. Une fois n'est pas coutume, vous trouverez dans la description des références citées au cours de l'entretien. Laurence Allard, bonjour. Bonjour. Tu es maîtresse de conférences en sciences de la communication à Lille 3 et chercheuse à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel de Paris 3. Tout à fait, oui. Tu t'intéresses de près aux usages de la chaîne de blocs depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ pour t'intéresser à cet objet-là ? Alors, j'en suis venue puisque ça fait partie finalement de un peu de l'évolution, si le terme évolution a un sens, mais voilà, ça fait un peu partie de l'histoire, de la suite de l'histoire d'Internet, notamment sur l'idée qu'on est dans un Internet de la transaction. Donc, on peut pas seulement échanger, comme dans le cas du peer-to-peer ou partager, mais on peut aussi donc transacter, notamment acheter, vendre. Et donc, c'était à la fois la suite et aussi le retour, puisque on a affaire dans ce qu'on appelle les chaînes de blocs à plutôt des infrastructures distribuées. Et d'une certaine façon, c'était aussi un retour à l'infrastructure historique d'Internet, qui est une infrastructure distribuée, voilà. Et c'était intéressant d'observer après le Web 2, qui est ce Web des plateformes, un peu une recentralisation, de finalement aller regarder du côté de ces nouvelles propositions qui finalement s'implémente justement sur cette architecture distribuée et qu'est-ce qui est proposé en termes d'usage. Et donc des transactions, bien sûr, qui sont des transactions monétaires. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant à observer, que c'est des transactions monétaires, mais autour justement d'objets qui peuvent être des œuvres et puis beaucoup d'autres choses. Voilà. Et ce n'est pas du tout le seul objet de tes recherches. Tu es sociologue des usages numériques en général. Quels sont tes travaux actuels, tes autres sujets Depuis toujours, ce qui m'a intéressée, c'est justement la façon dont ce réseau permettait à des particuliers d'accéder à l'expression notamment, donc via les listes de diffusion, les blogs, les pages personnelles. Et puis ensuite, il y a cet épisode un peu plus centralisé qui sont ces plateformes qui offrent des services d'expression un peu tout faits, et qui ont une certaine utilité, mais qui ont bien sûr toutes les limites que l'on connaît en termes justement de modèles d'affaires liés aux données, au profilage, au modèle publicitaire, tout simplement. Et donc, ce sont plutôt ces usages, on va dire, d'encapacitation à s'exprimer, à se forger des opinions, à échanger de l'information, à échanger des contenus, à partager des productions
à la fois qui peuvent être culturelles, qui peuvent être politiques, militantes. Donc, c'est toute cette façon dont on a développé des usages, on va dire, citoyens autour de ce réseau qui était Internet et de tous les services, les contenus qui se sont développés. Et je me suis un peu focalisée alors sur un objet un peu plus ambivalent qui est le portable et le smartphone parce que à la fois c'était le terminal, on va dire, numérique qui était le plus distribué sur la planète, le plus facilement contrôlable, mais en même temps le plus individualisé et donc qui permettait finalement aussi d'actualiser cette incapacitation à la fois individuelle à s'exprimer, à communiquer, et puis qui a été aussi support de mobilisation. Donc, le smartphone, c'est un objet très ambivalent, à la fois euh, qui est très contrôlable, mais aussi très incapacitant. Mais je me suis un peu, voilà, un peu focalisée sur cet objet parce qu'il était populaire, en fait. Il était distribué dans le monde et notamment dans les Suds. Ce qui est un peu une nouveauté, puisque même la télévision n'a jamais été aussi diffusée qu'elle a été le portable, par exemple. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, le smartphone. Et tous les usages un peu endogènes, en fait, qui se sont développés dans différents pays ou différentes communautés pour justement répondre à des besoins qui étaient des besoins très locaux. Et ça, c'était aussi intéressant dans l'histoire, voilà, ce qu'on appelle l'histoire de la technologie, des technologies de communication. Et ces usages citoyens dont tu me parles, hein, c'est des usages individuels ou est-ce qu'il y a des collectifs? Et en particulier, est-ce que ces collectifs s'organisent autour des crypto-monnaies? Alors, moi, je m'étais intéressée justement via le portable en Afrique sur le développement de la monnaie mobile comme justement un support d'inclusion financière, puisque il y a cette problématique du peu de réseaux de banques physiques qui existent en Afrique, faute de public, en fait, bankable. Donc, il y a eu toute ce techno-philanthropisme qui s'est développé via des fondations d'opérateurs mobiles et puis des fondations états-uniennes qui ont promu, en fait, justement tout ce qu'on appelle la monnaie mobile, qui était une façon aussi de formaliser les échanges informels. Enfin, voilà, on est toujours un peu dans un registre très ambivalent. Et je me suis, voilà, en observant la suite voilà, des usages, des services, des développements techniques, eh bien, on a pu observer en effet que la monnaie mobile, elle était passée un peu du SMS aux crypto-monnaies, notamment en Afrique, avec M-Pesa, qui était devenu aussi euh, qui permettait aussi pour certains par exemple, M-Pesa au Kenya a été monté avec à la fois la fondation Vodafone, Rockefeller, la fondation Rockefeller et Western Union. Et dans les crypto-monnaies en Afrique, ça permettait aussi de bypasser justement tout ce type d'entreprises qui sont les Western Union et compagnie qui prennent beaucoup de frais en fait sur tout cet ensemble de transactions, d'échanges qui peuvent être aussi des échanges entre diaspora et entre intérieur et extérieur du pays. Et donc, c'était intéressant finalement d'observer ces usages qui, d'une certaine façon, remettaient un peu en question ce techno-philanthropisme, voilà. Et qui avait voilà, cette vocation un peu d'autonomiser ou de désintermédier ces fameux philanthropes. Voilà. Et donc, c'est un peu par cette voie que j'ai commencé à m'intéresser parce que d'une certaine façon, c'était la suite de l'histoire de ce réseau Internet décentralisé qui a été repris en charge et qui reprenait de la vitalité via notamment la cryptographie. Donc, l'idée de voilà, promouvoir des échanges qui pouvaient être chiffrés, garantir l'anonymat et puis qui pouvaient, là, avec justement notamment Bitcoin, permettre de véritables échanges en fait en termes de transactions monétaires. Hein, voilà. Et donc, ça, c'était quand même intéressant. Et l'Afrique n'était pas complètement extérieure, en fait, aussi à tous ces développements et surtout ces usages.
est-ce que selon toi, cette philanthropie dont tu parles s'accompagne, comme beaucoup de philanthropie, d'un sous-texte politique, philosophique? Ça fait passer autre chose que simplement l'aide qu'on vient apporter. Est-ce qu'il y a, on, on associe parfois la blockchain à des mouvements, on va dire, plutôt de la Silicon Valley, des courroux de la Silicon Valley, avec certains technosolutionnismes et parfois du libertarianisme ou au contraire des formes plus distribuées de pouvoir, hein. Est-ce que ça, tu l'as vu? Euh, Évidemment, hein, si justement on essaye comment dire, de sauter cet épisode Web 2 centralisé autour de ces plateformes des réseaux sociaux numériques. Si on revient au premier temps, hein, à la fois du développement technique et puis de toutes les utopies, hein, voilà, qui ont été imaginées autour de ce réseau Internet, on va retrouver justement des acteurs comme Perry Barlow, par exemple, qui va imaginer l'indépendance du cyberspace, donc ils sont dans cette idée, voilà, d'avoir réouvert la frontière, d'avoir créé finalement un nouvel espace, une nouvelle terre de liberté. Et John Perry Barlow, donc dans sa déclaration d'indépendance du cyberspace de 96, hein, réécrit finalement cette nouvelle conquête, hein, d'une nouvelle terre qui serait un monde sans corps, un monde sans gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a en effet une utopie qu'on appellerait plutôt civile libertarienne, oui, et qui est un peu spécifique en fait, voilà, au, au monde états-unien, et en même temps de cette utopie, voilà, de cet espace ailleurs. Euh, qui est finalement un peu, voilà, l'idée d'une nouvelle frontière. Eh bien, il y a eu tout un ensemble de nouveaux développements ensuite, 10 années plus tard, quand on a imaginé que, en effet, cet espace qui était un espace, un monde sans gouvernement, une terre de liberté, il fallait encore plus la préserver, notamment par la cryptographie. Et donc, c'est à ce mouvement du cyberspace, plus ou moins aussi alimenté, hein, par, on va dire, l'imaginaire cyberpunk des écrivains qui vont aussi décrire ce monde ailleurs, qui est quand même un monde, voilà, euh, architecturé, hein, par ces réseaux, et toute la réalité, voilà, l'alter-réalité qui finalement est créée de par ce monde lié à l'informatique, computationnelle. Il y a 10 ans plus tard, hein, une mouvance qu'on appelle les cypherpunks, donc à la fois cyber et cypher, hein, donc qui allie le chiffrement et cet imaginaire cyberpunk, qui vont donc donner lieu à toute cette mouvance de crypto-activistes, hein, avec bon, plusieurs acteurs comme May, Hughes, Gilmore, enfin voilà, qui étaient un peu aussi, hein, bien sûr, hein, dans cette utopie du cyberspace et de cette politique, en fait, hein, d'un monde qui était né de la technique. Et donc, toute cette mouvance cypherpunk, elle va finalement aussi nourrir ce qui allait donner donc lieu à toute cette proposition autour des crypto-monnaies, et donc notamment de la première d'entre elles qui a été le Bitcoin. Donc, il y avait l'idée, voilà, d'un activisme qui est à la fois technopolitique, parce qu'il va associer le cyberspace et le chiffrement, qui vont donc donner lieu à la possibilité d'une monnaie, de transactions monétaires chiffrées, d'une crypto-monnaie qui sera donc le Bitcoin, une monnaie qui surtout va promouvoir à la fois l'anonymat, l'incensurabilité, et puis bien sûr, hein, une architecture toujours qui va rester décentralisée. Donc on voit que voilà, il y a une
continuité dans les acteurs, dans leur imaginaire et dans finalement leur projet, qui est un projet technopolitique d'indépendance. Hein, c'est vraiment la suite de l'indépendance du cyberspace de Barlow, qui va être en plus assurée justement par toute finalement la possibilité de chiffrer les transactions, de les rendre plus anonymes encore, hein, et toujours en maintenant justement la possibilité d'une architecture décentralisée. Et donc, tu as lancé le mot, le Bitcoin, ça a été pendant longtemps le seul mot marque qui était associé aux crypto-monnaies en général. Voilà, on parlait, dès qu'on voulait parler blockchain, chaîne de blocs, alors même qu'il y a plus entre 4000 et 5000 crypto-monnaies différentes, on parlait du Bitcoin, on résumait tout ça à un élément. Et depuis 1 ou 2 ans, on a l'impression qu'il est progressivement pas forcément éclipsé, mais au moins rejoint par un nouvel objet, un nouvel ovni, les jetons non fongibles, donc les NFT, les Nifty, parfois on les prononce comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre la crypto-monnaie type Bitcoin et les NFT sans forcément rentrer dans le détail technique, mais un peu donner des éléments pour voir un petit peu ce qui change entre ces jetons fongibles et non fongibles? Alors donc c'est vrai que dans cet écosystème des crypto-monnaies, il y a plusieurs éléments. Donc il va y avoir les monnaies. Voilà, ce qui permet justement de pouvoir procéder à des transactions financières. Il y a ensuite, en effet, cette chaîne de blocs qui permet d'enregistrer justement les transactions. À la fois, donc, elles sont à la fois là, présentes, donc, transparentes d'une certaine façon. Elles sont presque immutables, voilà, tant que ces réseaux demeurent, les transactions sont enregistrées de façon anonyme. Donc, ça fait une base comptable, voilà, qui a son intérêt. Et puis, il y a tout ce qui peut permettre, enfin, qu'est-ce qu'on achète et voilà, qu'est-ce qu'on vend avec ces monnaies et le fait de pouvoir enregistrer ces transactions dans une base comptable. Et c'est là où le NFT a réouvert aussi les possibilités d'échange. Alors, ça a pu commencer, par exemple, sur notamment la blockchain Bitcoin autour des premiers, finalement, NFT qu'on pourrait retracer sont les PP cards, qui étaient justement des cartes à collectionner qui reprenaient un mème qui était Pépé de Frog, qui avait été abandonné par son auteur parce que ça avait été détourné par plutôt des Trumpistes au moment de l'élection de Trump. Et donc là, on a eu des cartes qu'il était possible d'acheter, qu'il était possible de collectionner. Donc, ça a un premier avatar de ce qu'on appelle aujourd'hui notamment les NFT qui prennent la forme voilà, de représentation, de création. Mais bon, les NFT, ça peut être tout un ensemble de biens. Et donc, c'est l'idée de pouvoir transacter autour de ce qu'on appelle des symbolisations non interchangeables, c'est-à-dire la monnaie est fongible, mais là, via tout cet ensemble de technologies, donc des monnaies, des registres comptables, on peut acheter un objet, un bien, une création Du moins en tant que tel. Voilà. du moins certificat, un C'est pas certificat lié à cet objet. tout. Dans la blockchain, ça peut être un certificat, mais il y a aussi l'idée qu'on achète un objet, qu'on achète une œuvre et que le jeton, c'est un jeton non interchangeable, donc qui le symbolise, voilà, et qu'on peut donc acheter, revendre. Et puis il y a aussi un élément qu'on appelle les contrats aussi intelligents quand on est sur les blockchains plutôt de type Ethereum par exemple, où justement on a la possibilité de d'écrire comme pour un contrat d'artiste, par exemple, le nombre d'exemplaires qu'il y aura de cette œuvre, le nombre de droits de combien sont les royalties, le droit de suite lié à la revente, etc. Donc voilà, il y a plusieurs briques
Mhm. qui permettent en effet d'acheter, de vendre des biens, des objets, des œuvres qui sont d'une certaine façon symbolisées par ce jeton non interchangeable. Il faut jamais oublier qu'on a affaire à de la programmation informatique. Donc, voilà, c'est de l'informatique, c'est des lignes de code. Donc, on est sur un langage, en fait, qui va symboliser eh bien, des œuvres, des biens, des objets. Et donc, voilà, ça a réouvert finalement les possibilités de transacter, puisque pour l'instant, finalement, les seuls usages autour des crypto-monnaies, c'était de donner de la valeur aux crypto-monnaies elles-mêmes, hein. Et là, à l'intérieur de cet écosystème, on peut acheter, vendre, parce que finalement, les usages monétaires physiques, on va dire, des crypto-monnaies, elles n'ont pas été si développées que cela. Et donc là, on est plus sur un développement de transactions à l'intérieur de l'écosystème. Voilà, donc on va dire, ces crypto-monnaies, elles sont moins utilisées pour, par exemple, acheter des biens physiques dans le monde, on va dire, réel. Mais en revanche, aujourd'hui, elles sont assez utilisées pour acheter des biens virtuels dans cet écosystème crypto-monétaire. Mhm. Et donc, quand on voit passer des achats un peu loufoques dont on va se moquer, c'est pas le problème de la transaction ou du certificat qui est acheté, mais plutôt de ce qui a été vendu, de la manière dont ça a été fait. Oui, alors bon, disons il y a pas mal d'argent qui a été réalisé parce que bon, il y a pas mal voilà, il y a des nouveaux entrants, il y a des acteurs institutionnels, la valeur des crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies est assez conséquent. Et donc, que faire de tout cet argent? Quand on reste à l'intérieur du système, on va dire, crypto-monétaire, il est possible, en effet, d'acheter un peu tout et n'importe quoi qui est symbolisé par ces NFT. Donc, c'est à la fois un peu anecdotique parce que, en effet, il y a beaucoup de NFT, notamment du côté de ce qu'on appelle les collectibles ou du côté de génération de JPEG qui valent X Bitcoin, X Ether et X crypto-monnaies qui n'ont pas vraiment d'intérêt ni de sens. Mais en revanche, il y a quand même tout un, voilà, tout un ensemble, notamment d'artistes du côté du net art, qui trouvent pour le coup une fonctionnalité qui leur permet, un peu pour la première fois, de pouvoir en effet vendre ou eux-mêmes collectionner des œuvres d'art numériques, puisqu'il était difficile jusqu'à présent, quand on était net artiste, euh, de pouvoir acheter, vendre, être collectionné. Donc Donc là, il y a une certaine fonctionnalité pour un monde qui s'était développé plutôt du côté de l'art numérique. ça crée un nouveau marché de l'art, ça étend le marché de l'art des entrants, de nouveaux entrants, des personnes qui avaient du mal à y accéder. Alors, bon, il y a les nouveaux entrants, bien sûr, qui, là encore, peuvent se dire, en effet, moi, créateur, designer, Je sais pas, accès à une jeune galerie. artiste, voilà, c'est pas inintéressant de pouvoir tout simplement vendre mes créations. Il y a les plus anciens aussi du net art, parce que ce que j'ai observé, c'est on a plutôt affaire à ceux qui vont finalement sérieusement s'y intéresser et puis sérieusement aussi former d'autres artistes. On a plutôt affaire justement à des anciens du net art qui trouvent là une fonctionnalité qu'ils trouvent opérationnelle et ils n'ont pas envie de s'en priver spécialement. Et donc, voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'anciens du net art. On pense à Albertine Meunier, Serge Hoffman, voilà, plusieurs artistes ou collectionneurs qui s'y intéressent pour la dimension tout simplement fonctionnelle. Ensuite, bien sûr, il y a des nouveaux entrants. Alors, pour qui cherchent à plutôt, voilà,
se faire connaître, tout simplement aussi vendre leurs œuvres. Et puis il y a aussi une troisième catégorie, on va dire, de nouveaux entrants qui sont plus réflexifs en fait, qui s'y intéressent en tant que médiums. Euh, à expérimenter et qui ont une approche un peu plus expérimentale. Et, euh, et donc, ça va être, par exemple, un collectif que j'apprécie qui s'appelle EBB, qui vont notamment, alors là, utiliser encore une brique de tout cet écosystème qu'on appelle les DAO, qui sont des organisations, des collectifs décentralisés. Alors d'abord, qui peuvent s'auto-financer par le biais justement des crypto-monnaies, et puis qui peuvent notamment par des jetons de gouvernance, de décision, enfin prendre des décisions, à distance sous une modalité décentralisée. Et ça peut être aussi des DAO qui vont associer à la fois les artistes et les publics. Donc, il y a des DAO qui finalement permettent de générer des œuvres interactives. Voilà, donc il y a aussi toute une expérimentation sur tous les éléments de l'écosystème en tant que justement médium de création, pas seulement comme véhicule, on va dire, financier, hein, c'est-à-dire acheter, vendre, collectionner, mais ça peut devenir un médium un peu réflexif, d'utiliser à peu près tous les éléments de tout cet écosystème pour créer et l'expérimenter. Voilà, donc ça, c'est un troisième groupe d'artistes qui, bien sûr, hein, finissent par à un moment donné pouvoir aussi vendre ou vivre de ce travail lié à cet écosystème, mais plus en mode réflexif. Voilà. Donc ça peut, d'un certain côté, donc à la fois on a vu, on va dire, se mettre en parallèle ou s'intégrer au marché de l'art euh, traditionnel, ça peut, de l'autre côté, apporter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de posséder une œuvre, par exemple, peut-être moins personnelle, collective, de façon de pouvoir composer et vendre des œuvres de façon collective. Et du coup, ça peut aussi être un moteur pour créer, pour en tout cas pour organiser la création. Est-ce Tout que à fait. Ouais, ouais. ces trois choses mises bout à bout pourraient constituer quelque chose qu'on appellerait le crypto-art ou... Alors oui, c'est ça. Dans le crypto art, justement, tu vas retrouver un peu ces trois, ces trois groupes. Hein. Donc, on va dire les plus anciens des net artistes qui s'y intéressent, qui forment, puis qui trouvent en effet un véhicule financier fonctionnel. Les nouveaux entrants pour lesquels c'est une opportunité. Et puis, en effet, ces groupes d'artistes qui s'y intéressent parce que c'est un peu le médium ou voilà, le médium du moment. Enfin, c'est un ensemble, hein, ce médium, c'est un ensemble d'éléments qui s'y intéressent en effet comme sous un mode un peu laboratoire, expérimental. Et tout ça va former en effet le crypto art. Et c'est important de rendre compte de la diversité de ce monde du crypto art parce qu'on a tendance aujourd'hui à beaucoup focaliser, par exemple, sur les maisons de vente aux enchères un peu traditionnelles, historiques, hein, qui vont on connaît les cas de Beeple, etc. Mais c'est un acteur, en fait, de ce qu'on peut appeler ce monde du crypto art qui est émergent et qui n'est pas réductible, en fait, à ces acteurs qui sont dans un peu très spéculatifs et dont même les modalités, par exemple, de vente qui reprennent le système des ventes aux enchères, la vente aux enchères est aujourd'hui aussi beaucoup critiquée dans le monde du crypto-art parce que finalement, c'est une modalité ancienne qu'on peut totalement aussi remettre en question. Et le fait que tout ce monde qui se réinvente reproduise
l'unicité, reproduisent le système des enchères. Enfin, tout ça aussi est beaucoup remis en question par un certain nombre d'acteurs du crypto-art. Donc, c'est pas un monde, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire c'est pas un monde qui est forcément mimétique par rapport à ou qui va doubler ou redonder par rapport à ce qui existe par ailleurs. Voilà. Il y a un peu d'expérimentation. C'est un peu minoritaire, c'est un peu marginal, mais bon, voilà, faut quand même le mettre en avant par rapport, oui, à ce qu'on entend un peu souvent. On a l'impression finalement que le monde de l'art physique, les ventes aux enchères, elles se dupliquent sur une version numérique. Et puis finalement, ce sont les mêmes valeurs d'unicité, de spéculation, de système d'enchères qui sont reproduites. Or, vu que ça reste de la programmation informatique, bah, tout reste ouvert. Et heureusement, justement, qu'il y a ces artistes un peu réflexifs ou ces plus anciens qui ont aussi œuvré au début du net art, qui vont justement essayer de renouveler, réouvrir et ne pas reproduire du même, en fait, pour juste finalement, pour certains, on voit, bon, il y a beaucoup d'argent dans ces crypto-monnaies et ça peut être aussi finalement une façon de s'en sortir, justement parce que ces monnaies sont difficilement sortables, d'investir ailleurs. On investit dans le monde de l'art. L'investissement dans l'art, il est à la fois dans le monde qu'on connaît par ailleurs et de la finance, et puis il est aussi dans le monde de la crypto-finance. Donc, on a des logiques d'investissement dans l'art qui sont assez mimétiques dans le monde de la finance et dans le monde de la crypto-finance. Or, voilà, dans le monde du crypto-art, il y a aussi d'autres acteurs, d'autres logiques plus expérimentales, voilà, qu'il ne faut pas complètement dénier, qui sont intéressantes à faire remonter. Outre ces critiques sur l'aspect spéculatif, hein, il y a d'autres critiques qui sont sur l'aspect environnemental, avec l'impact des ressources quand même massives qui sont nécessaires pour générer tout ça. Et donc avec des impacts énergétiques et des enjeux du coup climatiques qui y sont liés. Comment ceux qui participent, qui créent, qui achètent, qui ont des outils en fait pour lier créateurs et acheteurs, hein, se justifient? Comment est-ce que ça les préoccupe ou pas du tout? Alors, donc ça, c'est une vaste question. Alors, sur la question justement de l'empreinte environnementale, notamment des crypto-monnaies, on se focalise beaucoup sur la question de l'efficacité énergétique, donc sur la question de l'énergie, notamment pour une certaine, pour l'instant, les principales blockchains étaient Bitcoin et Ethereum, et donc fonctionnaient justement sur une forte demande énergétique, même si justement il y a aussi beaucoup de réflexions dans le milieu, hein, une prise de conscience, hein. Disons que ça n'a pas été complètement pris en compte au début des crypto-monnaies. On a beaucoup mis en avant l'aspect décentralisé de l'infrastructure, du réseau, mais l'empreinte environnementale du réseau, elle n'a pas été pensée du tout, hein. Donc voilà, donc toutes ces critiques sont quand même reçues, elles sont reçues, hein, bien sûr, par les différentes communautés, les différents acteurs. Voilà, ce qu'on peut dire et les réponses, hein, qui sont faites par les acteurs, c'est bien sûr, on peut abaisser le coût de la demande, on va passer par d'autres formes de sécurisation, preuve de possession, preuve d'histoire. Enfin, il y a différentes blockchains, hein, qui ont toutes leurs procédures de sécurisation, qui ne sont pas forcément par la preuve de travail avec une forte demande énergétique. Donc, si on se focalise sur la question de l'énergie, évidemment, voilà, il y a aussi des réponses, hein, qui sont apportées par les acteurs. Le fait est que ça participe, hein, on est quand même justement sur la programmation informatique, on est sur, et donc ça participe de l'empreinte environnementale globale du numérique, qui est l'un des secteurs, pour l'instant, qui augmente du point de vue justement de cette empreinte environnementale, alors que peut-être d'autres secteurs ont peut-être cherché à abaisser cette empreinte. Le numérique ne cesse d'augmenter de ce côté-là. Donc,
si on ne prend que le côté énergétique, bon, il y a bien sûr des problèmes, mais il y a aussi des solutions qui sont apportées par les acteurs. Mais il faut avoir un spectre plus large, qui est le spectre du cycle de vie. Et donc, on sait que c'est du côté de la fabrication des terminaux, des ressources nécessaires à ce type d'équipement, donc qui sont à la fois les machines pour les serveurs, mais aussi les smartphones où il y a les portefeuilles, et puis aussi le cycle de vie sur les déchets des machines, ordinateurs et smartphones qui est aussi problématique. Donc, on va dire en prenant en compte le cycle de vie lui-même, on peut dire qu'en effet qu'il y a un problème, mais qui est un problème qui n'est pas simplement lié aux crypto-monnaies, mais qui est lié au numérique en général, qui ne cesse finalement d'être finalement un secteur qui est de plus en plus impactant parce qu'il est de plus en plus généralisé. Hein. L'État se plateformise, Internet devient une grosse télé, on a des transactions via des crypto-monnaies, donc le numérique ne cesse de grandir, ne cesse de grossir, ne cesse de se généraliser dans tous les secteurs de la vie. Et forcément, son empreinte environnementale ne cesse d'augmenter. Et les crypto-monnaies en sont un des éléments parmi d'autres, avec leur spécificité, en effet, en termes de demande énergétique, voilà, qui est quand même aussi pris en compte par certains, mais voilà, qui n'a pas qui n'a pas non plus toutes les solutions à cette demande énergétique de sécurisation des réseaux, voilà. Notamment sur Bitcoin, qui reste quand même, voilà, qui a cette spécificité de sécuriser par des calculs qui sont nécessaires pour justement à l'ensemble des mineurs pour avoir justement la possibilité de miner un bloc et d'avoir justement une rétribution vis-à-vis de ce minage de blocs. Donc voilà, c'est l'économie même de certaines blockchains est en effet énergivore. Ce qui n'est pas le cas d'autres non plus, ce qui tente à se résoudre aussi, hein, parce que même les mineurs de Bitcoin se posent aussi cette question, ne serait-ce que pour leur propre rentabilité. Mais bon, c'est le problème du numérique. Disons que voilà, ça ne fait que finalement peser sur l'ensemble de l'empreinte environnementale du numérique qui est catastrophique, mais pas seulement par les crypto-monnaies, par la généralisation du numérique dans nos vies. Hein. Voilà. Tu nous as déjà présenté cet aspect philosophique d'un cyberespace ouvert, alors que ce web 2 de plateforme est un web très centralisé. Cette centralisation, elle n'est pas due à un manque de ressources ou de moyens techniques. On voit apparaître des annonces d'un Web 3, des promesses d'un Web 3 qui seraient permis par ces chiffrements. Donc ce Web 3 qui permettrait en fait de se passer des ressources pharaoniques proposées par des entités de très grande envergure, comme les fonds d'investissement et les big tech américaines, par chiffrement, on pourrait le remplacer par des smart contracts de pair à pair, etc. Est-ce que ça reste un effet d'annonce et que finalement, si le web est centralisé, c'est pas une question technique, c'est plutôt une question de choix? Ou est-ce que, selon toi, ça a un sens et ça va au-delà des promesses et d'un nouveau slogan un peu à la mode qui viendrait remplacer ceux qui sont à peine usés? Si tu bon, d'après ce que tu décris, si le Web 3 c'est juste finalement la suite d'Internet, donc un réseau, on va dire décentralisé, et puis dans lequel on peut justement développer cet Internet de la transaction via des NFT liés à des crypto-monnaies qui sont pas forcément les plus énergivores, etc., même si tout cela reste du numérique, donc des ressources, des déchets, donc ça reste quand même problématique. Bon, ça pourrait voilà être
pas défendable, mais ça pourrait voilà s'entendre, on va dire. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le Web 3, il est souvent compris. Donc là, il y a un rapport de Gartner, les hypes de Gartner, hein, qui nous explique que la prochaine hype, c'est non seulement des NFT, bon, des crypto-monnaies, mais surtout des métavers. Et donc, c'est plutôt justement l'idée puis qu'on a vu hein, que Facebook avait voilà, rebaptisé toutes ses activités sur une entité qui s'intitule Meta. Et donc, le problème, il est plutôt là, sur l'idée de créer une sorte de troisième monde, un Web 3, troisième monde, dans lequel justement il y aurait ce nouvel avatar du web qui fonctionnerait à la fois donc, sur cette architecture bien sûr décentralisée, la possibilité d'utiliser des crypto-monnaies, des NFT, enfin, des crypto-monnaies, d'acheter, de vendre sous la forme de ces NFT, ces jetons non interchangeables, toutes sortes de choses, mais dans le cadre de mondes qui seraient ces mondes, alors que Neil Stephenson a décrit comme des métaverses, qui ne sont pas complètement des mondes virtuels, mais justement qui sont des méta-univers dans lesquels justement il y a la possibilité voilà, d'avoir des interactions, des symbolisations, des formes de vie qui sont une sorte de parallèle en fait. Voilà. Et c'est là où ça devient un peu problématique parce qu'il y a cette idée un peu de concrétiser l'indépendance du cyberspace de façon peut-être possible. Et c'est cette question de l'indépendance qui pose question parce que on a l'impression que, voilà, que ce monde ailleurs qui se pose peu de questions justement sur sa matérialité, euh, peut se développer indépendamment de toutes les questions d'interdépendance, de toutes les questions d'impact sur l'habitabilité même de la planète. Et donc, c'est ça qui est vraiment problématique, moi, il me semble, dans ce nouvel avatar du Web 3, c'est de se penser voilà, comme un monde ailleurs qui aurait la possibilité en effet d'être assez indépendant parce qu'on pourrait en effet vivre, se loger. Enfin, on est vraiment dans le samouraï virtuel qui est décrit, hein, enfin que décrit le premier métaverse dans l'ouvrage de Neil Stephenson. Hein. Et ça pose voilà, des questions sur l'idée, en effet, un peu de rupture ontologique, c'est-à-dire de ne plus vivre dans un monde commun, dans un moment où justement ce monde commun, il s'effondre en fait matériellement, il n'est plus totalement habitable dans des conditions qui soient non problématiques au point de vue sanitaire, au point de vue des besoins vitaux. Et ça c'est à la fois, comment dire, c'est problématique tout simplement en termes à la fois, en termes écologiques et en termes tout simplement politiques, c'est-à-dire pourquoi il y a cette idée de créer un monde ailleurs, indépendant, mais qui est totalement impactant et dont finalement, à l'intérieur de ce monde, on ne serait pas redevable du point de vue justement de tout cet impact environnemental que l'on va générer. Et ça, c'est vraiment un moment assez, voilà, assez paradoxal et plus que problématique, assez scandaleux, qu'il faut commencer à un peu dénoncer. Et quand Gartner nous dit que dans 5 ans, le monde nouveau, il sera dans le métaverse et qu'on pourra y vivre grâce à des échanges d'NFT via des crypto-monnaies, on peut se demander vraiment à juste titre, mais dans quel monde quel est ce monde-là qui estime qu'il peut vivre finalement aux dépens de la planète elle-même. C'est bon, voilà. Donc c'est plus que problématique. C'est presque, c'est scandaleux, en fait. Voilà, obscène.
C'est irresponsable. Comment des auditeurs qui voudraient poursuivre cette réflexion pourraient suivre tes actualités, tes travaux ou te contacter? Alors donc justement, sur toutes ces questions autour de l'empreinte environnementale du numérique et spécialement, donc on a plutôt travaillé sur les smartphones. On a donc avec deux collègues, Alexandre Monin et Nicolas Nova, on est en train donc de, voilà, ça va paraître d'ici un mois ou deux. On a donc coordonné un ouvrage qui s'appelle Écologie du smartphone, dans lequel justement il y a à la fois des acteurs et des experts autour de la question justement de cette empreinte environnementale. Donc ça peut être à la fois des physiciens, ça peut être aussi des chercheurs à l'ADEME qui travaillent sur le cycle de vie, ça peut être des acteurs aussi de associatifs, de la réparation, du surcyclage, à la fois en France, mais aussi en Afrique, mais aussi, par exemple, il y a un auteur qui a travaillé sur l'effondrement des réseaux de communication à Détroit. Donc, ça peut être aussi tout simplement aux États-Unis. Et donc, tout un ensemble d'auteurs qui justement agissent ou questionnent ou problématisent ce qu'on appelle l'écologie même du smartphone. Alors, on a pris le smartphone parce que finalement, c'est le terminal numérique le plus répandu. Donc, numérique, c'est parfois un peu une abstraction. Et c'est voilà, donc le fait de le rematérialiser autour de cet objet dont finalement dispose une grande partie de l'humanité aujourd'hui, ça permet de mieux mesurer et de mieux finalement être sensibilisé à cette question justement de cette empreinte environnementale du numérique. Alors, c'est à la fois une empreinte environnementale, mais quand on est dans une approche écologique, c'est-à-dire que les questions bien sûr, des ressources nous intéressent, les questions d'énergie nous intéressent, mais c'est bien sûr toute la question des interactions entre les humains et leur environnement qu'on prend en tant que tel, comme un tout. Et donc, évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'exploitation des humains qui y est faite pour justement exploiter des ressources. Donc, c'est plutôt une approche de type, on va dire, décoloniale qui essaye d'articuler à la fois numérique, écologie, mais aussi toute la question de la colonialité, puisque jusqu'à présent, notamment voilà, par exemple en France ou plutôt dans le monde de l'Ouest, on va pleurer sa vie privée, on va pleurer l'extractivisme de ses données, etc. Il y a tout un ensemble de métaphores, mais qui ont une toute autre réalité quand on va du côté de l'Afrique, du côté de l'Amérique du Sud, où justement l'extraction des ressources, c'est aussi tout simplement l'exploitation de vie des enfants sans péché, des populations déplacées, des familles explosées, des meurtres, des femmes violées. Bon, voilà, donc on n'est plus vraiment dans la métaphore, là, pour le coup. Et c'est aussi cette dimension humaine qu'on a voulu restituer à tout ce débat sur l'écologie du numérique et souvent aussi très dématérialisé d'une certaine façon. Merci Voilà, beaucoup, Laurence Allard. merci. C'est ainsi que se clôt ce 25e épisode du podcast de la cantine numérique de Brest. Comme toujours, nous espérons que le contenu vous a intéressé et nous accueillons toute remarque ou question. C'est le deuxième épisode consacré aux outils et usages de la chaîne de blog. Si vous souhaitez que la série se poursuive, n'hésitez pas à nous y encourager par email à coucou@lacantine-brest.net ou sur Twitter où vous nous trouverez avec le compte Andolvraz, ANDAOLVRAS. À très bientôt.